Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire, c'est François Gemenne qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure, politologue, co-auteur du 6e rapport du GIEC et aujourd'hui président du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Il nous dira ce qu'il pense de ce backlash, ce retour en arrière américain et européen sur l'ambition écologique. Mais pour ouvrir cette émission, je reçois dans une minute Olivier Grimbert, qui est le président de l'Union nationale des services publics industriels et commerciaux. On verra si les collectivités ont plus d'impact positif quand elles délèguent au secteur privé. Le zoom de ce Smart Impact, il portera sur la dette infrastructure. De quoi s'agit-il? Comment peut-elle permettre d'accélérer la transition énergétique? Réponse dans une dizaine de minutes. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, je vous présenterai Ezio, solution de paiement pour les courses des personnes âgées et vulnérables. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Olivier Grimbert. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur général délégué et secrétaire général de Veolia Hauts-France et c'est surtout à ce titre que vous venez, président de l'Union nationale des services publics industriels et commerciaux. L'UNSPIC, c'est quoi l'UNSPIC? Qui représentez-vous? Alors, l'UNSPIC, je représente les entreprises délégataires de services publics. Alors, qu'est-ce que sont les délégataires de services publics? Parce que c'est un terme un peu ésotérique. Oui, la DSP, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Non. Alors, d'abord, ce sont les services du quotidien. Les services du quotidien, c'est l'eau qui est distribuée à votre robinet, ce sont les cantines de vos enfants, de nos enfants, ce sont les transports publics, ce sont les poubelles qui sont traitées et recyclées. Donc, c'est l'ensemble des services publics industriels et commerciaux. Ce ne sont pas les services administratifs, ce ne sont pas ni les écoles, ni la santé, ni les prisons, ni la police. Donc, c'est des services publics industriels et commerciaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une DSP? Parce que le terme aussi est un petit peu bizarre. C'est une collectivité qui délègue à une entreprise privée, c'est ça? C'est une collectivité qui continue à être responsable du service public. Oui. Ce n'est pas une privatisation. D'accord. Mais elle choisit d'avoir un prestataire qui lui apporte la meilleure expertise possible. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. À la fois le meilleur rapport qualité-prix et du service plus. On verra peut-être si on peut parler de... On verra si ça permet d'innover plus, voilà, d'investir plus, et notamment sur les sujets qui nous intéressent, c'est-à-dire la transition, la transformation. Et donc c'est quand même quelque chose qui est important en France. Ouais. D'abord parce que ça représente 1,3 million de salariés en France, c'est pas rien. 5% du PIB français, c'est pas neutre, mais aussi il y a une profondeur historique, c'est un modèle français. Alors c'est la question que j'allais vous poser, est-ce que ce système, il existe ailleurs, hein, est-ce qu'il y a une façon de faire, un modèle français de la DSP, de la délégation de services publics? Oui, c'est un modèle français, qui associe le meilleur du public et du privé. C'est ça qui est intéressant, c'est un choix qui n'est pas un choix du tout public, comme il existe dans certains pays, où il y a une tradition publique, en Allemagne par exemple, il y a une tradition publique, dans d'autres pays, et qui n'est pas non plus la privatisation au sens très anglo-saxon du terme. En Angleterre, les exemples ou les contre-exemples thatchériens, ou certains modèles aux États-Unis. Bon, c'est un modèle qui est hybride, où les pouvoirs publics continuent à être responsables du service public, mais ils définissent un cahier des charges, ils font appel à des prestataires, et des prestataires qui apportent ce qu'ils peuvent apporter de mieux sous le contrôle de la collectivité. Est-ce que ça a permis, ce modèle que vous décrivez, l'émergence d'un certain nombre de géants européens ou de géants mondiaux? Alors, c'est très intéressant ce que vous demandez, parce qu'on est à la fois un tissu d'entreprises de taille petite et moyenne, et des très grands groupes, mais qui ne sont pas, je vais revenir dans un instant, qui ne sont pas des groupes désincarnés. Ce sont des groupes multilocaux. C'est plutôt des fédérations d'entreprises locales. Tous les emplois qu'on a sont des emplois locaux, non délocalisables. Ce n'est pas du tout des choses qui peuvent être exportées en Inde ou ailleurs. C'est des services publics locaux. Parce que c'est du service local, c'est logique. Mais des grands groupes qui sont devenus, au fil des temps, et c'est des rares exemples, où la France a des leaders mondiaux dans leur domaine. Exemple, Transdev dans le transport, Vinci dans les concessions, Sodexo par exemple, Sodexo dans la restauration, Veolia et Suez dans l'eau, les déchets, etc. Les services énergétiques, tous ces sujets-là, on retrouve des leaders qui sont numéro 1 dans leur secteur en France, donc qui sont reconnus en Europe. Par exemple, après 89, en Europe continentale, la plupart de ces pays-là ont fait appel à un modèle de DSP français, qui n'était pas forcément français, mais il se trouve qu'ils ont fait appel à des acteurs français.
Et donc, partout en Europe continentale, on est très, très présent pour ce modèle-là. Alors, j'en viens à la question centrale. Et d'après vous, avec cette expérience, ces décennies d'expérience, est-ce que c'est un modèle qui permet aux collectivités locales, territoriales, d'améliorer leur impact? Notamment, restons sur la première question, environnementale. Est-ce que ça a permis aux collectivités de faire plus en matière de transition environnementale, d'après vous? Évidemment, oui. Et en fait... Alors, je veux bien des exemples. Je vais vous donner des exemples, effectivement. Pour moi, la RSE, peut-être pour redéfinir un peu ce qu'est la RSE, on parle de DSP. On en parle tous les jours ici, mais allez-y. Mais peut-être, pour moi, c'est responsabilité sociale et environnementale, ça comprend 3 volets. Un volet environnemental, on va y revenir dans un instant, un volet social et un volet sociétal. Je vais essayer de distinguer un petit peu les deux parce que ce n'est pas tout à fait la même chose dans mon esprit. Après, on peut avoir des définitions différentes. Environnemental, un ou deux exemples. En quoi les entreprises ont-elles apporté les choses? Dans le domaine de l'eau, récemment, un grand groupe a remporté un contrat à Lille. L'eau, on était normalement, que ce public ou privé, rémunéré à la quantité d'eau distribuée. Donc plus il y en a, plus on est rémunéré. À Lille, le contrat est rémunéré, l'entreprise est rémunérée sur les économies qu'elle fait faire sur la ressource. C'est un peu contre-intuitif. Il fallait un peu un peu de jus de cervelle. C'est aussi un moyen de mieux détecter les fuites, évidemment. etc. Et ça incite à aller vers le rapport qualité-prix que j'évoquais tout à l'heure. Donc, environnemental, c'est ça. Autre élément environnemental, les grandes entreprises ont été fer de lance sur les véhicules propres, sur la restauration collective. En faisant passer leur flotte vers l'électrique. Bien sûr. D'accord. Elles ont tiré le modèle vers le haut, y compris pour les régies, d'ailleurs, qu'on suivait derrière. Bon. Sur les cantines, troisième exemple, et je m'arrêterai après ça, c'est à la fois circuit court, en région parisienne, pour les cantines scolaires ou la restauration collective, pour les entreprises. C'est aussi bio. Donc, il y a plein de jeux. Ça, c'est la partie environnementale. Ouais. Sur le deuxième aspect, on pourra détailler si vous le souhaitez. Sur le deuxième aspect, qui est l'aspect social, c'est pour nos propres employés. Vous avez vu qu'on est des grands employeurs, importants. Eh bien, on fait en sorte de prendre des gens de Bac-5 à Bac+5, de les former, de les faire évoluer, d'assurer... Mais ça, vous le feriez de toute façon. C'est pas parce que... Ou est-ce que le fait d'être en délégation de service public vous incite à le faire encore plus? Nos entreprises sont majoritairement en délégation de service public. Elles sont aussi pour les entreprises privées, mais elles sont majoritairement des entreprises de DSP. Donc, c'est notre valeur ajoutée d'apporter ça aux emplois locaux en matière sociale. Et en matière sociétale, c'est pour l'écosystème dans lequel on est. Je vous ai dit qu'on est des entreprises multilocales. Multilocales, pour nous, ça veut dire un ancrage territorial. Donc, c'est l'accès des populations, qu'on appelle les quartiers difficiles, à l'emploi, les former, les faire accéder à l'emploi, les faire accéder à... Donc, l'écosystème. Et puis, c'est aussi accès aux droits pour les populations en difficulté. Je prends 2 exemples. Chèque eau, chèque énergie. Aujourd'hui, il y a des populations qui ont du mal à accéder à l'eau, parce qu'elles ont du mal à payer leurs factures. Il y a des chèques eau et énergie qu'on met en place avec les collectivités pour faire en sorte que les gens aient accès à ces services essentiels. Donc on voit bien que c'est un truc qui forme un tout, et les entreprises apportent ce retour d'expérience. Je pense que c'est ça qui est important par rapport à ce que vous évoquez. Ouais. On a expérimenté des choses partout, et on apporte au plan local le meilleur de ce qu'on a pu trouver. Mais alors, comment les collectivités gardent le contrôle? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est extrêmement codifié. C'est-à-dire que, par rapport à une régie, c'est quoi par rapport à la DSP? La régie, c'est une collectivité qui fait appel à ses propres services pour rendre un service. Oui. Aujourd'hui, vous me posez la question, j'y réponds. C'est pas moi qui pose les questions, c'est vous qui les posez. Vous êtes la collectivité, vous me donnez le cahier des charges de l'entretien. Et moi, je suis censé le respecter. Si je ne le respecte pas, je ne suis pas reconduit ou je suis pénalisé. Une collectivité, elle fait ça avec ses services publics. Elle définit un cahier des charges. Ça donne lieu à un contrat. On s'engage vis-à-vis de la collectivité. Si on le respecte, ça va bien. Hein. Tous les ans, on rend des comptes. Si c'est mieux que bien, donc, parfois on peut avoir un bonus. Si c'est moins bien que bien, on a une pénalité. Et souvent, ces pénalités sont très importantes. Et donc, c'est vraiment appliqué, ça? Ah, c'est vraiment appliqué. Parce qu'on pourrait imaginer que, il y a une délégation, c'est des contrats assez longue durée quand même. Alors, c'est de moins en moins des contrats longue durée. Les contrats, quand il y a beaucoup d'investissements, sont plus longs parce qu'il faut évidemment amortir. C'est pas absurde. C'est pas... J'apprendrais ça. Quand c'est des contrats de pur service, ça peut être 3 ans, 5 ans, 7 ans. C'est pas... Mais si un contrat est trop long, la collectivité, elle peut se dire, ok, c'est parti, je m'en occupe plus. D'abord, il y a des rendez-vous annuels, compte rendu de gestion, indicateurs, c'est très formalisé.
Je ne vous aurais pas dit ça il y a 20 ans ou 30 ans, c'est pas vrai. Il y a 20 ou 30 ans, c'était assez informel. Aujourd'hui, c'est très formalisé, c'est contrôlé par les services de la collectivité, c'est contrôlé par les chambres régionales des comptes, c'est contrôlé Et puis, il y a des comptes rendus qui sont rendus publics aux conseils municipaux. Donc, on ne peut pas jouer. Et puis, on joue à la fois la reconduction des contrats et notre réputation. Quand il y a un problème, il est immédiatement médiatisé. Le nom de l'entreprise qu'il y a, il n'a pas un problème que localement, il a un problème en France entière et dans le monde. Ouais. Il y a eu, alors, il n'y a pas eu énormément d'affaires, mais il y a eu des affaires de corruption, etc., qui ont terni l'image de ces contrats. Et on a des citoyens qui sont parfois échaudés et qui disent mais pourquoi l'eau, c'est des entreprises privées ou d'autres délégations. Comment vous répondez à cette suspicion de certains citoyens? Alors, c'est une histoire très ancienne, qui ont plusieurs décennies. Deux, c'est une époque où il n'y avait pas tous ces contrôles. Trois, aujourd'hui, tout se sait. Donc, la réputation, c'est juste notre actif principal, notre nom. Et si aujourd'hui, je suis rentré dans ce secteur-là, c'est parce que je croyais que ces choses-là avaient évolué, et ils ont évolué. Ouais. Force est de constater. Alors, est-ce qu'il y a zéro risque dans le monde? C'est pas vrai. Mais il y a aussi des risques de corruption dans le public. Il suffit de regarder. Il y a parfois même une forme de connivence qui peut exister. Là, le fait qu'il y ait deux acteurs différents, c'est une forme de clarification avec un contrôle très, très étroit. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça. Alors, il y a une petite précision sémantique. L'eau n'est pas privatisée, rien n'est privatisé. C'est le service qui la gestion. J'ai bien compris, c'était la DSP, la délégation de service public. Le bien, bien sûr. Mais dans la perception d'une partie du public, des citoyens français, le bien est public et il n'y a rien de plus contrôlé que les DSP. Il nous reste une grosse minute. Je voudrais qu'on parle innovation quand même. Est-ce que ce système permet de plus innover qu'une régie, par exemple, d'après vous? D'abord, quel type d'innovation? Rapide, une minute. Il y a l'innovation technique. C'est vrai qu'il y a des métiers hyper techniques. Quand on fait de la réutilisation des eaux usées, c'est hyper technique. Quand on fait des nouvelles courbes de cycle de chaleur ou de refroidissement, c'est hyper technique. Mais il y a aussi une innovation contractuelle, faire en sorte que ce partenariat, on co-construit avec les partenaires, les ONG, les associations de consommateurs. Et troisième type d'innovation, une innovation financière, avec des financements publics-privés. Pourquoi c'est plus innovant? Parce qu'en fait, à travers notamment les grands groupes, on bénéficie des retours d'expérience sur ce qu'on a fait ailleurs. Et une ville moyenne bénéficie d'innovation qu'elle n'aurait jamais eue si nous n'apportions pas ce qu'on a réussi, ou parfois les problèmes qu'on a rencontrés ailleurs. Donc cette innovation, il y a un retour d'expérience qui est la forme de richesse qu'on apporte, c'est-à-dire cette valeur ajoutée pour faire en sorte que les consommateurs qui sont usagers, consommateurs et contribuables, c'est les mêmes. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est une chance pour la France. Ça permet de concilier les exigences de finances publiques et de besoins de services publics. Merci beaucoup, Olivier Grimbert, et à bientôt sur Be Smart for Change. Merci de Connaissez-vous la dette infrastructure? C'est le thème de notre Zoom tout de suite. On reste dans les mêmes thématiques. Le Zoom de ce Smart Impact consacré à la dette infrastructure. Je vous présente mon invité Alexis Sarrazin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes co-responsable de la dette infrastructure chez Arkea Asset Management. Peut-être pour commencer, présenter cette plateforme infrastructure transition chez Arkea Asset Management. De quoi il s'agit? Alors, la plateforme infrastructure transition fait partie d'Arkea Asset Management, qui est la filiale de gestion d'actifs du groupe Crédit Mutuel Arkea. On gère autour de 60 milliards d'euros, dont 1 milliard d'euros gérés par la plateforme infrastructure transition à travers plusieurs fonds d'investissement et mandats. Et donc la thématique d'investissement de cette plateforme, c'est de financer les actifs les actifs d'infrastructure qui contribuent aux transitions énergétiques et aux transitions digitales en Europe, y compris la France. Donc on est au cœur des enjeux dont on parle quotidiennement dans ce Smart Impact. Alors je veux bien qu'on fasse un peu de pédagogie parce que tout le monde, et j'avoue que j'avais quelques doutes, même si intuitivement je peux comprendre, de quoi on parle? C'est quoi une dette infrastructure? Alors la dette infrastructure, ça finance le développement, la construction, l'opération d'actifs d'infrastructure. On est vraiment dans l'économie réelle en fait. Ça peut être des autoroutes, des aéroports, des ports, des centrales de traitement de déchets,
des réseaux de distribution d'électricité et également tous les secteurs liés aux transitions énergétiques, aux transitions digitales, les énergies renouvelables, mais pas que, également les nouvelles mobilités électriques, les data centers, les réseaux de fibres. Donc tous ces actifs font partie du secteur des infrastructures. Oui. Est-ce que c'est nouveau ou est-ce qu'on fait de la dette infrastructure depuis des décennies et des décennies? En fait, donc l'infrastructure, ça accompagne le développement des pays, ça rend des services essentiels aux personnes, aux communautés, avec un impact sur les territoires. Effectivement, l'investissement dans les infrastructures, par exemple, le plan nucléaire en France dans les années 60, c'était du financement d'infrastructures qui était porté par la puissance publique. Et maintenant, depuis, la fin des années 80, de plus en plus financé par le secteur privé. Et dans le futur, encore plus, avec tous les besoins d'investissement qui sont nécessaires pour rénover et développer l'infrastructure dans les différents pays en Europe. Ouais. Si on regarde un peu les chiffres des dépenses climatiques actuelles, publiques plus collectivités, environ 32 milliards d'euros par an sont des chiffres 2023-2024. Si on essaye de se projeter et de répondre aux objectifs de limitation du réchauffement, alors on va dire plus de degrés pour être lucide, à quel point il faut augmenter ces dépenses climatiques pour tenir cet objectif? J'ai eu raison de réviser. Donc, il y a un rapport qui a été sorti en 2024 par la Direction générale du Trésor qui estime à 60 milliards d'euros par an les investissements nécessaires pour la décarbonation dans les actifs de transport et les actifs d'énergie. Et donc ça, c'est trajectoire 2030. C'est du x2, ça. C'est ça, et ça représente 2% de PIB. Ouais. Donc et sans dette infrastructure, on n'y arrivera jamais? C'est extrêmement important, justement, de mobiliser, en fait, la puissance privée. Donc évidemment, on a les banques commerciales, on a les fonds d'investissement, les grosses utilities qui investissent dans les actifs d'infrastructure au jour le jour. Et il y a une prise de relais en ce moment, et donc notamment à travers les fonds qu'on gère dans la plateforme Infrastructure Transition, pour mobiliser donc les ressources des assureurs, des fonds de pension, des family office, pour contribuer au financement de ces transitions. Et de plus en plus, donc là, la vraie voie d'avenir, donc à travers la loi Industrie verte qui a été votée en 2024, c'est donc permettre aux investisseurs privés non professionnels, dès le premier euro, d'investir dans les fonds de dette infrastructure pour également participer au financement de l'économie réelle. C'est quoi? C'est une façon de mobiliser l'épargne des Français ou je suis à côté de la plaque quand je pose cette question-là? Clairement. C'est exactement ça. Voilà, donc par exemple dans le cadre de distribution par des assureurs de contrats d'assurance vie, par exemple. On rappelle qu'il y a 6 000 milliards d'épargne potentiellement mobilisable. Si on rentre un peu dans le détail du fonctionnement, qui sont vos clients? Des collectivités, des grands groupes privés, qui sont vos clients? Alors, donc nos clients d'abord, donc dans la plateforme, on gère des fonds d'investissement. Donc nos clients, ce sont nos investisseurs. D'accord. Et nos contreparties, donc les projets qu'on finance, ils sont portés donc par des acteurs de très grande taille. Ça peut être des fonds d'investissement mondiaux ou alors des utilities type EDF et Engie. Et donc à l'autre bout du spectre, ce sont des acteurs de taille petite à moyenne, des porteurs de projets qui développent le projet sur un plan local, qui cherchent des fonds et à qui on peut apporter des enveloppes de financement pour développer leur projet. Est-ce qu'il y a une question la question de la durée, elle est importante, j'imagine. C'est-à-dire que ce sont des investissements lourds avec une rentabilité qui n'est pas rapide. À quelle échéance on peut espérer de la rentabilité sur ces investissements? Enfin, nous, on regarde le couple risque-rentabilité. La classe d'actifs infrastructure, elle est caractérisée par sa résilience, d'abord. Donc, justement, son rôle central dans l'économie. Il y a eu toute une littérature qui a été faite, des études faites par Standard & Poor's et Moody's qui montraient la résilience de la classe d'actifs infrastructure par rapport à d'autres classes de dette. Donc, la dette corporate, par exemple, avec des taux de défaut qui sont significativement inférieurs. Et ça, c'est dû justement à son caractère stable, des actifs de long terme, avec une durée de vie certes finie, mais de long terme. Ça peut aller de 30 à 35 ans pour une centrale solaire, à une centaine d'années pour des actifs hydroélectriques. Donc, ce caractère stable de long terme, c'est un élément clé pour le caractère crédit, la bonne note crédit de ce type d'actifs. Et la rentabilité est à l'avenant
mais présente quand même une prime par rapport à d'autres classes de dette, dette corpo ou dette corpo cotée, où la rentabilité est finalement très intéressante. Alors, je vais vraiment poser une question de béotien, j'assume totalement. Est-ce qu'on peut comparer les taux de ces projets au taux du grand public quand on veut acheter un appartement, par exemple? Ou est-ce que c'est décorrélé, on est dans une autre mécanique? Alors, en fait, on est sur donc le taux d'emprunt qui est pris par les porteurs de projets d'infrastructure. Il est propre au profil de risque, en fait. Au profil de risque, donc le caractère. Donc l'infrastructure de manière générale, c'est contractualisé auprès de contreparties publiques, parapubliques ou contreparties privées investment grade. Et il y a une vraie valeur relative, en fait, dans la rentabilité des financements qu'on fait pour l'infrastructure, parce que ce sont des activités stables, mais qui présentent quand même une prime par rapport à de la dette cotée entre 100 bips et 300 bips. Alors moi, je ne comprends pas 100 bips et 300 bips, par exemple. Entre 1% et 3%. Donc, ça, c'est... donc, effectivement, on a une rentabilité qui peut aller entre 8 et 10% au total, et ce qui rend la dette infrastructure compétitive, même par rapport à l'equity, finalement. Ouais. Alors, je continue avec des questions vraiment basiques. Est-ce que, pardon, mais est-ce que c'est des taux qui sont fixes, forcément révisables parce qu'on est sur des périodes très longues? Comment c'est géré, ça? Alors, nous, on est plus sur du financement en taux variable. Ce qu'on voit à nos investisseurs, c'est un spread, c'est une marge au-dessus de l'Euribor. D'accord. Et c'est cette marge, en fait, qui définit, qui permet de vérifier que la rentabilité est conforme au profil de risque de l'actif. Donc, nous, on est plus sur des financements en taux variable, avec une évolution de l'Euribor au cours de la durée de l'investissement, mais avec une marge qui reste prévisible et sur toute la durée. Voilà. Ça peut être quel montant d'investissement si on parle d'un parc éolien ou d'un parc solaire de grande taille, par exemple? Alors, typiquement, ça peut aller disons de 10 millions d'euros pour des projets d'énergie renouvelable unitaires ou à plusieurs milliards d'euros pour le financement d'une autoroute. Donc, nous, on se focalise plus sur les projets de taille petite à moyenne sur lesquels on peut mieux dériver une prime de rendement, donc en s'adressant à des porteurs de projets très expérimentés, mais de taille moyenne, et donc leur permettre justement de grandir à travers nos financements. Il n'y a plus un seul de ces projets qui se crée sans dette infrastructure. Ah oui, non, c'est évident, c'est un prérequis, quoi. On est sur des montants qui sont très élevés et sur lesquels on peut, l'accès à la dette pour financer ce projet reste possible, et donc sur des niveaux de leverage autour de 70%. Est-ce que ce système permet aussi de financer des projets moins lourds, un peu, entre guillemets, des micro-projets? Alors, oui, effectivement, on peut financer des portefeuilles de projets, par exemple dans le domaine de l'efficacité énergétique pour des entreprises comme Air Liquide, où en fait on améliore l'efficacité énergétique de leurs usines, et donc c'est un grappe de projets, donc le remplacement d'une chaudière par exemple, partout en Europe ou même dans le monde. Ensuite, il faut faire quand même attention au côté granulaire. On réalise beaucoup d'études, on est assisté de la part par des conseillers externes, des conseils techniques, juridiques, financiers. Et donc, ça peut être très complexe de regarder trop de projets en même temps de petite taille. Merci beaucoup, Alexis Sarrazin, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre rubrique Prêt pour l'impact. C'est le grand entretien de l'émission, et je reçois François Gemène dans un instant. C'est le grand entretien de ce Smart Impact, et j'accueille François Gemène. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous accueillir sur ce plateau. Politologue, co-auteur du 6e rapport du GIEC, enseignant à Sciences Po et à l'Université de Liège. Vous présidez le conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme, et vous publiez la dernière version, la 3e version de votre Atlas de l'Anthropocène. C'est aux presses de Sciences Po. L'Anthropocène, la vitesse à laquelle l'homme modifie le milieu naturel. Est-ce que ça a encore progressé? Est-ce qu'on est dans une aggravation finalement de ce phénomène? Il y a effectivement une aggravation du phénomène qui est d'une certaine manière inéluctable, parce que ce sont souvent des phénomènes de long cours. Quand on prend le changement climatique, par exemple, c'est évidemment un problème qui va s'étaler sur plusieurs décennies.
il y a néanmoins aussi des progrès sur certaines solutions. La part de la voiture électrique dans le parc automobile mondial a progressé, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial a également progressé. Donc, on est dans une sorte de paradoxe qui fait qu'en même temps, évidemment, notre impact sur la planète est de plus en plus grand, de plus en plus fort, mais en même temps, les solutions que l'on déploie progressent également. Le problème, évidemment, c'est la différence de vitesse. Les solutions ne progressent pas aussi vite que la situation ne se détériore. Si, alors on s'adresse beaucoup aux entreprises, aux chefs d'entreprise, au CAP dans cette émission. Est-ce que ce risque climatique, ce risque naturel, vous le voyez de plus en plus intégré à la stratégie des grandes entreprises ou des petites d'ailleurs? De plus en plus. Alors évidemment, il y a encore des entreprises qui sont encore un peu dans le déni par rapport à ce risque, mais ce que je vois, c'est que d'abord, beaucoup d'entreprises réalisent que ce risque climatique, ça représente aussi un risque pour leur chaîne de valeur. Oui, un risque financier. Et un risque financier, donc un risque pour les fournisseurs, pour les clients, pour les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de distribution, les sites de production eux-mêmes, et que le risque climatique est de plus en plus reconnu comme un véritable risque financier par des institutions comme la Banque de France ou la Banque centrale européenne, et évidemment par les assurances. Le coût des dommages climatiques double tous les 5 ans, et donc évidemment c'est la sonnette d'alarme la plus forte que nous avons. On va ouvrir un chapitre sur la COP qui s'ouvre le 10 novembre au Brésil, à Belém, la COP 30, nombre de participants prévus environ 60 000, présidés par le secrétaire du climat, de l'énergie et de l'environnement au ministère des Affaires étrangères brésilien. Qu'est-ce que vous en attendez? Vous êtes membre du GIEC, ça représente encore un enjeu important pour vous? Ou alors, moi j'ai le sentiment, quand on discute avec des scientifiques, d'une forme de lassitude aussi. Dans quel état d'esprit vous êtes? Je pense qu'il faut considérer les COP comme l'équivalent d'un conseil des ministres hebdomadaire pour le climat. Et vous n'avez pas, à chaque conseil des ministres, vous n'avez pas toutes les semaines une annonce d'une grande réforme ou un grand accord au sein du gouvernement. Et donc, il faut accepter le fait que certaines COP marquent des progrès importants, d'autres du surplace, voire quelques reculs. J'espère surtout qu'il n'y aura pas, paradoxalement, de trop gros reculs liés au retrait américain et au désengagement d'autres pays, parce que cette COP, elle est importante à la fois parce qu'elle va être consacrée vraiment aux questions de déforestation et d'agriculture, qui représentent quand même un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et aussi parce que c'est dans le calendrier un des moments où on va faire le bilan par rapport à l'accord de Paris. Ce sera les 10 ans de l'accord de Paris. Et donc c'est une COP pour laquelle les gouvernements doivent revoir à la hausse leurs engagements. Pour le moment, il n'y a guère que la Chine qui a annoncé véritablement revoir à la hausse ses engagements. On y reviendra évidemment sur finalement est-ce que la Chine compense le backlash américain. Mais est-ce que la COP parisienne, celle de 2015, ça a été la plus importante? Ou est-ce que, parce que je dis pas ça par cocorico, si on essaye de voir ça tranquillement. Ça a été certainement, sinon la plus importante, une des plus importantes, parce que c'est celle qui va véritablement fixer un cadre avec un horizon. Le problème, c'est qu'on a cet accord à la COP 21. En réalité, c'est l'accord qu'il aurait fallu avoir à la COP 1. Parce qu'une fois que vous avez défini les objectifs, l'horizon, vous n'avez encore rien fait. C'est pour ça que l'accord de la COP 28 en 2023 est important aussi, parce que lui fixe des moyens, essaie de préciser comment on va y arriver. Mais on est encore très très loin. Le problème, c'est qu'il faut mettre 200 pays d'accord, que tout se décide au consensus. Donc imaginez trouver un consensus entre la Russie, les États-Unis, Israël, la Corée du Nord, la Chine, l'Inde et l'Union européenne, sans compter tous les autres pays. Bonjour. C'est encore plus compliqué dans un climat géopolitique comme celui qu'on vit depuis 5 ans. Toutes les fracturations géopolitiques, tous les populismes et les extrémismes rendent cela beaucoup, beaucoup plus compliqué. Quand je prends par exemple le début des années 90, la coopération climat, les négociations commencent au début des années 90. Vous avez le sommet de la Terre à Rio en 92, vous avez la première COP à Berlin en 95, le protocole de Kyoto en 97. À ce moment-là, tout avance en réalité très vite. Vous avez le premier rapport du GIEC en 90, puis la Convention climat en 92, la première COP en 95, Kyoto en 97. Tous les 2 ou 3 ans, on a une avancée majeure. Parce que 89, fin de la guerre froide, on s'est dit c'est la fin de l'histoire. C'est le début de la mondialisation, on parle d'un village global, les États-Unis réinvestissent la coopération internationale, et tout va très vite à ce moment-là. Si tout va très lentement aujourd'hui, c'est pas juste parce que les COP ne servent à rien, c'est aussi parce que le monde est extraordinairement fragmenté. Et pourtant, il y a des phénomènes de longue durée qui sont déjà à l'œuvre. Vous travaillez beaucoup sur les migrations climatiques et je voudrais qu'on s'y arrête un instant. À quel point elles sont à l'œuvre, depuis combien de temps?
depuis le début de l'histoire de l'humanité. C'est ce que j'aime vous entendre, parce qu'il faut le rappeler, quoi. Je pense qu'il faut le rappeler. Les gens oublient souvent que l'environnement a toujours été un facteur de migration et que si les gens habitent là où ils habitent, c'est largement lié aux migrations. S'il y a autant de gens qui habitent en bordure de littoral, c'est pas juste pour avoir la vue sur mer, c'est aussi parce que historiquement, les sols y étaient plus fertiles. Si l'Europe a été peuplée par les hommes et les femmes préhistoriques, c'est parce qu'elle jouissait d'un climat tempéré et de ressources naturelles abondantes. Et puis, il y a toute une série de grandes catastrophes environnementales à travers l'histoire qui ont expliqué le déplacement entier de civilisations. Par exemple, juste un exemple, aux États-Unis, dans les années 1930, le grand exode du Dust Bowl, qui est raconté dans Les raisins de la colère, le roman de Steinbeck, explique comment les familles rurales de l'Oklahoma, du Texas et de l'Arkansas vont se déplacer vers la Californie à la suite d'une grande sécheresse. Et c'est à la suite de cet exode que la Californie est aujourd'hui le plus riche et le plus peuplé des États américains, la 5e économie mondiale. Donc ça, c'est le contexte historique. Mais alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Et si on se projette alors, on sait qu'il y a cet objectif de ne pas dépasser les plus 2 degrés, mais imaginons qu'on est à plus 3, qu'on est à plus 4, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est à quel point ça accélère des migrations climatiques. Évidemment, tous les grands changements environnementaux ont créé des déplacements importants de population, des reconfigurations géographiques de la population. On est à l'aube d'un changement environnemental majeur, et donc il va y avoir une certaine forme de redistribution géographique, avec soit des gens qui migrent spontanément, c'est déjà le cas aujourd'hui, soit des gouvernements qui commencent à déplacer certaines populations. L'exemple le plus frappant, c'est en Indonésie, où le gouvernement décide d'abandonner la capitale Jakarta et de créer une nouvelle capitale sur l'île de Bornéo, et donc potentiellement d'organiser le déplacement de 10 millions d'habitants. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça représente. On essaye de le visualiser. Surtout dans ce pays qui est en proie en ce moment à de très importantes manifestations. Et donc, de plus en plus, il y a ces reconfigurations qui vont être à l'œuvre. Et la question, c'est comment est-ce qu'on les anticipe pour s'assurer qu'elles se passent au mieux. Mais alors, parlons de l'Europe. Est-ce que c'est un impensé des discours politiques ou des stratégies de nos hommes et femmes politiques en Europe ? Encore un peu. C'est-à-dire que nous avons tendance à le voir en Europe comme une sorte de risque futur hypothétique qui se matérialiserait uniquement si nous ne réduisons pas suffisamment nos émissions de gaz à effet de serre. Et on le voit comme une sorte de menace, comme une sorte de risque de chaos migratoire. Et donc, on agite un peu cette peur des réfugiés climatiques comme on agiterait un épouvantail. La réalité, c'est que ces migrations, elles sont déjà à l'œuvre, y compris en Europe. Parce que, d'abord, vous avez toute une série de migrants qui viennent notamment d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique de l'Est et qui sont déplacés pour des raisons dites économiques, on les appelait migrants économiques. Sauf que quand vos revenus dépendent de l'agriculture, ce qui est quand même le cas de la moitié des ménages en Afrique de l'Ouest, ça veut dire que vous dépendez aussi de l'environnement et que donc le changement climatique va affecter vos revenus et va être un déterminant de migration tout à fait important. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans une très belle exposition qui va ouvrir au Palais de la Porte Dorée à partir de la mi-octobre, qui va être consacrée à ces questions des liens entre migration et climat. C'est la première fois que le Musée national de l'immigration, et donc dans ce Palais de la Porte Dorée, va consacrer une exposition à cela, avec aussi une perspective historique, en disant, voilà, ces migrations climatiques, elles ont aussi toujours existé, y compris en France et en Europe. Mais quand je parle d'impensé, parce qu'on a pour la première fois été en solde négatif sur la question des naissances par rapport aux décès en France, c'est quand même une rupture par rapport à ce qu'était la démographie en France depuis longtemps. Et parmi les solutions, il y a une immigration de travail maîtrisée. Bien sûr. Donc, on pourrait aussi inverser la logique, se dire il y a aussi une opportunité liée aux migrations. On a beaucoup critiqué Angela Merkel quand elle a ouvert la porte de l'Allemagne aux réfugiés syriens, parce qu'elle s'est dit, voilà, des réfugiés qualifiés dont le pays va avoir besoin pour des raisons économiques et démographiques. La réalité, si on veut se dire les choses très clairement, c'est que dans un pays où la sécurité sociale fonctionne sur une logique de répartition, où les plus jeunes cotisent pour les plus âgés, si vous n'avez pas davantage de jeunes que de personnes âgées, or, ce n'est plus le cas aujourd'hui et ça sera de moins en moins le cas dans le futur, vous allez avoir un système qui va littéralement dans le mur. Donc, soit vous changez le système de retraite, le système de sécurité sociale, et certains pays peuvent assumer un déclin démographique. Le Japon assume en ce moment un déclin démographique, c'est possible. Soit vous vous dites, si on veut financer ce système et si on veut que le système continue à fonctionner, il faut qu'il y ait davantage de jeunes, de cotisants, que de personnes qui bénéficient de cotisations. Donc ça veut dire qu'il va vous falloir une immigration pour des raisons économiques et pour des raisons démographiques. Alors,
soit on assume ça et on lui dit clairement, à ce moment-là, on se dit comment est-ce qu'on va l'organiser, comment est-ce qu'on va former les gens, comment est-ce qu'on va mener de vraies politiques d'intégration. C'est ce que j'allais vous dire, parce que ça n'exonère pas nos sociétés de mieux réussir l'intégration. Exactement. Alors pour le moment, je pense qu'en réalité, quand on regarde les chiffres de l'immigration, en réalité, on n'a pas une explosion démographique de l'immigration en France. Là, par contre, ce qui va créer une véritable anxiété qu'il ne faudrait pas nier dans la population, c'est le sentiment que cette immigration n'est pas maîtrisée, que beaucoup de nouveaux venus ne vont pas s'intégrer. Oui, qu'il y a un remet en cause. De criminalité, voilà. de remise en cause, d'insécurité culturelle, etc. Et donc, il y a un vrai enjeu sur l'intégration. Et je crois que le problème que nous avons en France, c'est qu'on a toujours considéré que les gens qui arrivaient devaient naturellement s'adapter aux mœurs, aux coutumes, aux lois, etc. du pays. Et que, en quelque sorte, le pays d'accueil n'avait rien à faire en termes d'intégration, et on n'a jamais vraiment développé de politique d'intégration. Il y en a d'autres qui le font mieux. Il y en a d'autres qui le font mieux. Oui. Il y a des pays comme le Canada ou la Nouvelle-Zélande ont de vraies politiques d'intégration qui passent aussi par une vraie politique de lutte contre les discriminations. Et donc, si on veut que ça marche, il faut absolument développer des politiques d'intégration. Sinon, ça ne peut pas marcher. On se retrouve dans cette situation de polarisation intense du débat comme on l'a aujourd'hui. Alors, je voudrais qu'on parle de ce backlash, ce retour en arrière aux États-Unis, en Europe. Alors, c'est conséquence d'un choix démocratique. Il faut quand même commencer par là. C'est à la fois aux États-Unis et les élections européennes qui ont porté ce retour en arrière. Pourquoi les listes qui portent l'ambition climatique n'arrivent pas ou moins à convaincre? Je pense qu'elles ne se remettent pas suffisamment en question dans le message qu'elles portent. Et je pense que c'est important, et vous l'avez rappelé, de rappeler que ce backlash, il est démocratique. C'est-à-dire que les gens ont voté aux États-Unis pour Donald Trump, et le programme de Donald Trump sur le sujet était extrêmement clair. Non seulement je vais nier le changement climatique, mais je vais même l'accentuer en relançant les forages. Pareil, en Europe, aujourd'hui, le fait d'être ouvertement dans le déni par rapport au changement climatique, ce n'est pas du tout rédhibitoire pour les électeurs. Et on voit d'ailleurs une progression du climato-scepticisme dans l'opinion. Donc, à l'évidence, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je pense qu'il y a 3 grandes raisons pour cela. La première raison, c'est qu'il y a effectivement une montée du complotisme et du conspirationnisme dans nos sociétés qui fait qu'une partie des gens vont s'enfermer dans une bulle de réalité alternative. Ceux-là seront difficiles à récupérer. Une deuxième raison, c'est un rejet politique. C'est-à-dire que les gens n'acceptent pas toute une série de mesures de transition prises au nom de la lutte contre le changement climatique qu'ils estiment injustes, qu'ils estiment inéquitables, qu'ils estiment qu'ils vont heurter la compétitivité de nos entreprises. Et donc, parce que vous rejetez les politiques, vous allez aussi rejeter un peu la science sur laquelle elles s'appuient. Et là, ce qu'on appelle l'écologie punitive, c'est qui est certainement une caricature, mais bon. Une caricature, etc. Mais l'enjeu, c'est de voir comment, de cette écologie qui apparaît aujourd'hui comme une contrainte qui nous tombe sur les épaules, on parvient à faire un projet. Et puis la troisième raison, c'est une raison sociologique. Beaucoup de gens ne vont pas se reconnaître dans le discours sur le climat qui est porté soit par des chercheurs, soit par des militants. Ils vont estimer que c'est un discours qui est mêlé à d'autres luttes anticapitalistes, de lutte des classes, qui peuvent être légitimes, mais dans lesquelles les gens ne vont pas se reconnaître, et donc qui vont rejeter en fait les messagers, et donc qui vont rejeter de ce fait le message. Et là, il faut aussi admettre que parfois, le discours écologiste a donné l'impression d'être un discours un peu donneur de leçons, qui allait régenter la vie des gens, et je crois qu'il faut aussi s'interroger là-dessus. Ce sont des discussions que vous avez dû avoir avec Yannick Jadot, puisque vous faisiez partie de son équipe lors de la campagne présidentielle 2022, j'imagine. Oui. Et quelles leçons vous tirez de cette campagne électorale? Est-ce que vous êtes, avec le recul, vous dites j'ai eu raison d'y aller, parce qu'il faut mettre les mains dans le cambouis, ou est-ce que vous dites finalement j'ai servi à quoi? J'avoue que je suis un peu ambivalent. Parce que d'un côté, je considère que quand vous êtes chercheur et que quand vous impliquez dans le débat public, ce qui est le cas encore avec cette émission d'aujourd'hui, au moment où la société doit faire des choix importants, comme lors d'une élection importante, ça serait hypocrite de vous retrancher dans votre tour d'ivoire et de dire « Ah, je ne mets pas mes mains dans le cambouis, la politique c'est ça, je ne me mêle pas de ça, etc. » Donc je pense qu'il y a une sorte de... Moi, je le vois comme une sorte de devoir d'honnêteté et de transparence en disant « Voilà, évidemment, je travaillerai avec tout qui sera élu démocratiquement, mais il me semble que parmi les programmes en présence, c'est tel programme qui me paraît le plus adéquat par rapport à l'enjeu que nous devons gérer. » Le problème, c'est que, évidemment, dès l'instant où, quand vous êtes chercheur, vous acceptez de soutenir publiquement un programme ou un candidat, eh bien, vous donnez l'impression d'être remarqué. C'est comme si vous ne vouliez plus travailler avec les autres, comme si vous étiez catalogué dans un camp, alors que l'optique que j'ai toujours eue, ça a toujours été
de travailler avec tout le monde. Et donc, dès l'instant où le président a été élu, a nommé un ministre de l'Environnement, tout de suite, j'ai eu un contact avec lui, Christophe Béchu en l'occurrence, en disant, voilà, j'ai pas soutenu votre programme, mais maintenant que vous êtes là, essayons de travailler ensemble. Et on a eu une relation de travail tout à fait constructive. Et je trouve que c'est difficile, et c'est peut-être une question de maturité du débat politique, d'être assimilé forcément à un camp parce que vous avez soutenu tel ou tel programme. Et ça ne veut pas dire que je suis aujourd'hui encore d'accord avec tout ce que disent les Verts, ni en désaccord avec tout ce que va dire le gouvernement. D'accord. Je vais m'appuyer sur une citation pour parler de l'épargne des Français. Une de vos citations. Arrêtons de nous imaginer plus pauvres que nous ne le sommes. En France, il y a entre 6 000 et 8 000 milliards d'euros d'épargne. Il faut permettre aux Français d'investir dans les énergies renouvelables. Ils seraient contents de savoir que leur épargne leur rapporte et sert les entreprises du pays. Quelle forme pourrait prendre cette mobilisation de l'épargne des Français? Il y a plein de véhicules d'investissement possibles. D'abord, je pense que c'est important de rappeler ces ordres de grandeur. C'est considérable, entre 6 000 et 8 000 milliards d'euros. Aujourd'hui, on a le gouvernement qui vacille parce qu'il cherche de 40 milliards d'euros. Donc, vous voyez qu'en termes d'ordre de grandeur, évidemment, je ne dis pas que les gens vont devoir donner de l'argent au gouvernement parce que ce n'est pas leur rôle. Mais par contre, je pense que pour ce qui concerne le financement de la transition, où là aussi on court après l'argent, on se rend compte que le gouvernement n'a plus les moyens de la financer, il y a en fait des véhicules d'investissement qui pourraient être très rentables. Aujourd'hui, les investissements dans les énergies renouvelables, c'est des investissements qui sont extraordinairement rentables. Tous les jours, je vois des startups de décarbonation qui sont des entreprises extrêmement rentables, mais qui souvent sont financées sur le marché des private equity. Évidemment, nos téléspectateurs sont entendus de ce que c'est, peut-être pas des téléspectateurs les plus généralistes. Et ça veut dire que c'est un marché qui n'est pas accessible aux petits épargnants. Et je pense que démocratiser les investissements dans ces startups de décarbonation, ça permettra à pas mal de Français d'utiliser leur argent à bon escient et d'avoir l'impression de faire quelque chose, et aussi de gagner beaucoup d'argent. Mais alors, pourquoi les gouvernements ne le font pas? Parce qu'il faut mettre une carotte fiscale, ça coûterait de l'argent. Je ne comprends pas pourquoi ils ne le font pas. J'avoue que je ne comprends pas. Je donne un autre exemple sur la question de la rénovation énergétique des logements. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une priorité absolue aujourd'hui, que c'est un enjeu environnemental et social. J'entends bien qu'aujourd'hui, on n'a plus les budgets parce que ça coûte cher. On l'a vu avec MaPrimeRénov', la suspension. Bon. Une proposition que je fais, très concrètement, c'est de dire on a aujourd'hui un débat sur l'équité entre générations, avec les boomers qui sont parfois accusés de tous les maux. Ces boomers, une réalité, c'est qu'ils ont eu accès à la propriété beaucoup plus facilement que les jeunes aujourd'hui. Et donc, au moment où cette génération va s'éteindre, il y a beaucoup de logements qui vont être transmis aux générations suivantes et qui sont souvent en très mauvais état. Or, ces logements, les générations suivantes vont devoir payer dessus des droits de succession très importants, qui peuvent monter jusqu'à 30-40%. Je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas à la génération des boomers, aujourd'hui, d'engager des travaux de rénovation énergétique de leurs logements avant de les léguer à leurs enfants et leurs petits-enfants, et le montant de ces travaux, vous le déduisez des frais de succession, ce qui permettrait aux plus jeunes d'accéder plus facilement à leur propriété, ça leur coûterait moins cher, de mobiliser les montants nécessaires à la rénovation, ça créerait de l'activité productive en France avec des emplois non délocalisables, et ça ne coûte pas un rond à l'État, puisque ce sont l'épargne des boomers qui sort l'argent. C'est moins de rentrée fiscale quand même, potentiellement. Je ne suis même pas sûr. Par rapport au nombre de jeunes qui n'auront pas les moyens potentiellement de payer les droits de succession et qui renonceraient à la succession, je pense que potentiellement c'est aussi une opération fiscalement gagnante pour l'État, mais ça sera de toute façon dans 5 ou 10 ans. Voilà une proposition, j'en ai parlé à des députés de gauche, de droite, tout le monde me dit excellente idée, j'en ai parlé à la Fédération du bâtiment, aux artisans, tout le monde dit superbe idée, y compris symboliquement dans la transmission d'une génération à l'autre, et pourtant... Voilà, elle n'avance pas pour l'instant. Allez, un nouveau chapitre sur les liens. En fait, le lien entre l'intensification des impacts du changement climatique et les reculs démocratiques. Je trouve ça très intéressant. Est-ce que vous pouvez expliquer ce lien? Aujourd'hui, beaucoup de gens ont l'impression que la lutte contre le changement climatique, ça va les amener à des restrictions de liberté, à des renoncements, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... C'est vrai, c'est qu'on est en train d'écrire le droit de l'environnement qui n'existait pas encore tellement avant, qui reste mal appliqué aujourd'hui, etc. Il faut bien comprendre que la lutte contre le changement climatique, au départ, ce n'est pas juste pour préserver l'état du climat. Le climat continuera à très bien se porter dans des milliards d'années. L'enjeu, c'est de préserver toute une série de droits et de libertés collectives, notamment l'accès à l'eau, à l'alimentation, au logement, en particulier pour les plus vulnérables. Et c'est vrai que pour ça, potentiellement, il va falloir accepter certaines restrictions de liberté individuelle pour préserver des libertés collectives. Mais nous les acceptons parfaitement sur d'autres domaines. Quand vous circulez en voiture en ville,
vous acceptez de vous arrêter au feu rouge. C'est une restriction insupportable de votre liberté individuelle de franchir les carrefours à toute berzingue. Mais vous le faites parce que vous savez que si vous n'acceptez pas cette petite restriction, la liberté collective de se déplacer en ville n'existera plus. Il y aura des accidents à tous les carrefours, des embouteillages partout. Et donc, je pense que pour le changement climatique, il va falloir aller aussi dans ce sens. Et on constate effectivement que plus les impacts du changement climatique se matérialisent, plus vous avez de la conflictualité notamment. Et donc, les liens entre les questions de climat et de sécurité commencent à être étudiés bien davantage depuis que le GIEC a reçu avec Al Gore le prix Nobel de la paix en 2007. Et donc, il y a des enjeux politiques aussi fondamentaux derrière cela. Et c'est pour ça que la question de l'urgence climatique, c'est aussi une urgence démocratique. Si je vous écoute, est-ce que ça veut dire que c'est plus facile pour la Chine d'imposer un virage environnemental à sa population? Oui. C'est ce à quoi on assiste. C'est ce à quoi on assiste. Et c'est pour ça que moi, je ne me résous pas à une sorte de défaite de la démocratie par rapport à ça. C'est pour ça qu'il est tellement important que la question de la transition soit portée par un très large consensus. Parce que la transition, elle a besoin d'une vision de long terme. Alors, la Chine fait des plans quinquennaux et évidemment les met en place de façon très dirigiste. Nous ne parvenons pas à donner un cap clair à la transition. Et aujourd'hui, cette question de la transition, elle est devenue de plus en plus idéologique, avec un camp politique qui s'en est parfois un peu emparé. Et le problème en démocratie, c'est que ceux qui sont majoritaires un jour seront minoritaires le lendemain et vice-versa. Or, pour tous ceux qui ont besoin d'investir, qui ont besoin d'une vision de long terme à 10, 15, 20 ans, c'est aujourd'hui extraordinairement compliqué parce que ça crée une incertitude et donc une instabilité et donc de l'immobilisme et plein d'investissements ne se font pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on parvienne à construire autour de la transition un très large consensus social et politique, comme on a pu avoir sur l'abolition de la peine de mort, sur le droit à l'avortement, etc., de manière à ce que ça ne soit pas remis sans cesse en question à chaque élection. Si c'est remis sans cesse en question, vous n'avancez pas. Est-ce que cette accélération du virage chinois compense le backlash américain? Pour le moment, dans une certaine mesure, oui. D'abord parce que le backlash américain, pour le moment, c'est surtout un backlash politique. Les investissements dans la transition, notamment dans les énergies renouvelables, continuent à se faire aux États-Unis parce que c'est du business, parce que c'est extraordinairement rentable. Aujourd'hui, parce que l'Inflation Reduction Act qui avait été voté sous Biden, il continue de produire ses effets. Certaines mesures continuent. Par contre, il y a toute une série de subventions qui vont être amputées, notamment des subventions aux véhicules électriques, ce qui est paradoxal quand on connaît les intérêts d'Elon Musk. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, l'État qui est en pointe aux États-Unis sur le développement des renouvelables, c'est le Texas, qui est pourtant un État républicain par excellence. Et donc, ce n'est pas une question idéologique, c'est vraiment une question économique. Et puis, il y a la Chine qui, effectivement, annonce avoir 5 ans d'avance sur ses objectifs climat. La Chine s'était engagée à atteindre son pic d'émissions en 2030 ou plus tard. Les observateurs estiment que ça a été fait vers fin 2024, début 2025. Et on voit que la Chine avance à toute allure sur des secteurs économiques porteurs de demain. Évidemment, sur la mobilité électrique, sur le nouveau nucléaire et aussi sur l'énergie solaire. Rendez-vous compte, Thomas, que sur le premier semestre 2025, la Chine a installé en capacité solaire plus du double du reste du monde combiné. C'est impressionnant, effectivement. L'objectif principal des accords de Paris 2015, on rappelle qu'on fête le 10e anniversaire, c'était de limiter le réchauffement à plus de degrés. Et puis finalement, on a donné l'objectif plus 1,5. Pourquoi? Je pense que c'est une erreur politique tragique. Pourquoi est-ce que cet objectif de 1,5 degré, en quelque sorte, supplantait l'objectif de 2 degrés dans le débat public? Parce que, d'abord, il faut rappeler que cet objectif de 1,5 degré, c'est, je dirais, une sorte de lot de consolation qui est donné au moment de l'accord de Paris aux petits États insulaires. Les petits États insulaires avaient toujours milité pour un objectif plus ambitieux à 1,5 degré, qu'on savait depuis le départ irréalisable. Et donc, on a mis une petite phrase dans l'accord en disant « et si possible, 1,5 degré ». Et on a retenu 1,5 degré. Et on a retenu 1,5 degré. Et évidemment, les ONG se sont engouffrés dans la brèche. Je ne leur en fais pas le reproche. C'est leur job pour pousser à des politiques plus ambitieuses. Et donc, les gens ont eu l'impression que si on dépassait 1,5 degré, quelque part, la partie était perdue, ça ne servait plus à rien. Donc, c'est démotivant d'une certaine façon. Et c'est très démotivant, alors que l'objectif central, il faut le rappeler, c'est bel et bien 2 degrés, 1,5 degré. On savait depuis le début que ce n'était pas atteignable. Et alors, il y a une sacrée différence. Si on est à plus 2 ou à plus 2,1 ou à plus 2,2, est-ce que c'est, alors exponentiel peut-être pas, mais ça change vraiment la donne? Ça change vraiment la donne, parce que évidemment, vous rapportez ces augmentations de température à une température annuelle moyenne mondiale, qui est une valeur mathématique compilée à partir de milliers de relevés de stations météo. Et toute déviation de cette valeur, évidemment, ça fait des impacts en cascade aux 4 coins du monde. Et donc,
là où vous allez avoir, et je dis un chiffre au hasard, des risques de sécheresse multipliés par 2 à 1,5 degré, à 2 degrés, ça va être multiplié par 3 ou par 4 ou par 5. Donc on est parfois sur certains risques vraiment sur une dynamique exponentielle. C'est pour ça que chaque dixième de degré va compter énormément et qu'on est sur un problème qui est graduel et pas binaire. Allez, il nous reste un peu plus d'une minute. Dernière question sur... Parce qu'il y a une sorte de... Je sais pas, alors je disais lassitude tout à l'heure, ou peut-être de colère vis-à-vis des politiques, d'une forme d'inaction. Est-ce que vous comptez plus sur les entreprises aujourd'hui que sur les gouvernements ? Je pense qu'effectivement, on a commis l'erreur de trop attendre des gouvernements, de penser que la transition allait être impulsée par les gouvernements, sauf que les gouvernements n'ont pas toujours les marges de manœuvre politiques, n'ont pas toujours la volonté politique et surtout n'ont pas les moyens. Or, aujourd'hui, quand je regarde les solutions qui sont mises en place concrètement, elles sont surtout mises en place par les entreprises et par les collectivités. Et je crois que c'est de cela dont on a besoin, de voir concrètement pourquoi la transition peut fonctionner et pourquoi on y a intérêt. Et c'est pour ça que le rôle des entreprises est absolument central. Merci beaucoup, François Gemène, et à bientôt plaisir. sur Be Smart for Change. Je rappelle que la dernière version de votre atlas de l'Anthropocène vient de paraître aux presses de Sciences Po. Et puis il y a cette exposition dont vous parliez qui est Oui, au Palais de la mi-octobre. Porte Dorée à partir de mi-octobre. Mi-octobre, Palais de la Porte Dorée. Merci beaucoup. C'est l'heure de Merci, notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas, notre rubrique Startup et Innovation avec Sébastien Vray. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Ezio, créé en 2020 avec Jérémy Castelli. Et avec quelle idée? C'est quoi Ezio? Ezio, c'est une solution de paiement, donc une carte bancaire, Ouais. voilà. Mais c'est surtout une interface de gestion des dépenses pour les accompagnants professionnels. Ok. Alors vous allez me demander, qu'est-ce qu'un accompagnant professionnel? Et je vais vous répondre, Thomas. C'est toutes ces personnes, ces centaines de milliers de personnes en France qui accompagnent des personnes vulnérables, donc soit à domicile, soit en établissement pour personnes en situation de handicap. Ou faire des soins, éventuellement du ménage. Alors, et ça peut être Ouais. donc ces personnels accompagnants, mais nous, notre ancrage, c'est dans le paiement, la gestion des dépenses de ces personnes qui ne peuvent plus les faire. Ouais. Votre maman est à domicile, âgée, elle ne peut plus faire ses dépenses, donc il y a un accompagnant professionnel qui va se charger de les faire. Et on s'est rendu compte, malheureusement, et faute de moyens, que chacun bricole un peu comme il peut pour aller payer. Donc on va prendre la carte bancaire de la personne âgée, des espèces, des chèques, des Ouais, bons c'est pour les compliqué, tutelles. ça crée des questions de Exactement. confiance, de suspicion parfois, des Exactement. proches, des familles. Bon, c'est pas simple, quoi. Exactement. Donc nous, on a créé la carte de paiement Ezio, donc on est une fintech Ouais. agréée à la Banque de France. Et notre solution aujourd'hui est déployée dans plus de 500 établissements médico-sociaux. Et on a des dizaines de milliers de professionnels qui utilisent notre solution pour sécuriser, simplifier toutes les dépenses de ces personnes-là. Alors, je vais me placer du côté des aidants. C'est quoi la journée type d'une auxiliaire de vie et ça change quoi si elle a entre les mains cette carte Ezio? Alors l'auxiliaire de vie, les auxiliaires de vie vont se lever très tôt, Mhm. se prennent leur voiture, elles ont leur planning, elles partent, je dis elles parce qu'elles sont majoritairement Souvent des des femmes. femmes, elles partent au domicile, Mhm. elles peuvent faire du ménage, de l'aide au lever, etc. Et puis vient le moment de remplir le frigo. Mhm. Et là, avec Ezio, son employeur, ou alors l'auxiliaire de vie elle-même, s'est équipée d'Ezio. Elle a sa propre carte, soit fournie par son employeur, soit par elle-même. Elle va faire une dépense au supermarché du coin. Et là, elle renseigne dans notre application mobile, j'ai fait une dépense pour Telle Huguette, personne. voilà, Huguette Hugues, la maman de Thomas Hugues. Et Elle s'appelait Bernadette. Bernadette Hugues, voilà, elle fait la photo du justificatif. Et surtout, elle a attribué la course à Bernadette. Et Bernadette, elle, est prélevée ensuite pour remettre de l'argent sur le compte Ezio géré par la structure. Donc, alors, c'est parfait, très bien compris. Pour les personnes âgées et dépendantes, ça donne de la sécurité, tout simplement. C'est pas compliqué pour elles, parce qu'il y a toujours cette question de... Ils n'ont rien à faire. Rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Ils passent par un service d'aide à domicile qui est pleinement équipé avec des outils digitaux, dont la carte Ezio. Je voudrais 1 heure ou 2 heures de course. OK, nous, on a notre propre solution de paiement, pardon. D'accord. Et vous n'avez pas besoin de nous prêter de l'argent, Alors, question simple, est-ce que c'est gratuit pour les personnes dépendantes? Ou est-ce qu'elle coûte... Enfin, votre modèle économique, c'est quoi? Je pourrais poser la question comme ça. Notre Qui modèle paye économique, qui paye, c'est le service d'aide à domicile D'accord. ou la maison d'accueil spécialisée dans le handicap ou dans la protection de l'enfance. C'est eux qui nous payent en fonction d'un nombre de licences. Donc, c'est un abonnement récurrent à notre plateforme, à notre outil de gestion de dépenses. Libre à eux, quand c'est possible et légal, de refacturer un peu ou pas une participation aux aidants, aux aidés. D'accord. 2020, date de création, de lancement. Vous en êtes où aujourd'hui du développement, du déploiement d'Ezio, de ce service?
2019, salon des services à la personne. On a une appli de liste de courses un peu bancale. Sébastien, c'est sympa ton appli de liste de courses, mais nous, le vrai problème, c'est le paiement. Je fais comment ça? Et on se pose des questions. Et je dis, et je vois qu'il y a un problème général. Et donc, 2020, en pleine crise Covid, on crée le logiciel. 2021, on a nos premiers clients. Et aujourd'hui, on a plus de 500 établissements. On est à l'équilibre. On est une petite équipe de 7 personnes, bientôt 10. Donc voilà, ça roule enfin, parce que vous avez connu l'épopée courseur déjà en 2017. Oui, c'est vrai qu'on s'était rencontrés une première fois. L'ambition il nous reste 1 minute, l'ambition des prochaines années, c'est quoi? C'est de sortir du territoire français, de développer la carte ailleurs? L'ambition première en France, c'est déjà d'aller équiper tous les services mandataires judiciaires. Dans le médico-social, il y a encore un boulevard pour vraiment déployer. On a aussi la protection de l'enfance qui souffre d'un gros problème qu'aucune banque aujourd'hui ne peut traiter. C'est alors, ils ne veulent pas prêter de cartes aux mineurs, et encore moins aux mineurs non accompagnés. Et puis, une fois qu'on aura bien développé en France, j'imagine et j'espère qu'on pourra déployer et dupliquer en Europe. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci Sébastien Vray et bon vent à Ezio. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des affaires, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Je vous dis à demain sur Be Smart for Change. Salut.